Et bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo de la septième illusion, mais surtout, bonne année 2025 à tous et à toutes, parce que normalement, si je comprends bien, on est le premier record et la première vidéo de 2025, voilà, et je ne suis pas tout seul comme d'habitude, je suis avec Joe, comment tu vas? Salut, salut, ça va nickel et toi? Ça va, écoute, bah bonne année, écoute, on s'est déjà dit Bah, bonne bonne année en année, off, oui. mais bonne année, et bah voilà, merci à vous de nous suivre et tout, hein, parce que ça va être la troisième année techniquement qu'on fait des vidéos, mais on compte pas s'arrêter, on compte faire des nouveaux trucs. Mais aujourd'hui, du coup, on parle d'un nouveau film qui est sorti ce 1er janvier, justement, le premier film de l'année qu'on a vu, enfin de 2025 qu'on a pu voir en salle. Et donc aujourd'hui, on parle de L'amour au présent, donc We Live in Time en anglais, qui est réalisé par Josh Crowley, qui est donc produit par Film 4 entre autres, et donc qui est avec Andrew Garfield et Florence Pugh dans les rôles principaux. On a pu les voir, bah, notamment Florence Pugh dans Midsommar ou dans Oppenheimer, ou Andrew Garfield, bah, évidemment le rôle plus connu c'est Spider-Man, mais on l'a aussi vu dans Tic Tic Boom, enfin ou Under the Silver Lake, enfin, on a vu dans beaucoup de films. Mais voilà, écoute, et je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Mais déjà, est-ce que tu connais le réalisateur? Parce que moi, j'ai vu un autre film de lui. Je m'en suis rendu J'en compte ai même après vu avoir vu le deux. film d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu as pensé de We Live in Time dans les grandes lignes? Donc, je ne connaissais pas James Crowley qui avait réalisé Brooklyn ou alors Beyond the Sea chez Black Mirror. Et évidemment, j'y suis allé pour le cast. C'est un film de 1er janvier et toujours un film américain avec un gros casting. Et j'avais vu aucune bande-annonce ni aucun synopsis, juste que beaucoup de mes éclaireurs sur Letterboxd et sur Sens Critique l'avaient noté et trouvaient ça très bien. Et j'en suis assez mitigé. C'est un film que je trouve très mignon, qui a beaucoup de fulgurance, mais qui malheureusement ne réussit pas à millimétrer assez ses cadres et à s'adapter assez aux personnages et à leurs mouvements. Bah, en fait, je suis assez d'accord. Pour le coup, je connais Josh Crowley, en fait. Je m'en suis rendu compte après avoir vu le film. Parce qu'effectivement, il a réalisé Beyond the Sea. Donc, pour les gens qui ne se souviennent plus de. Parce que moi aussi, j'avais oublié le nom de l'épisode. Mais c'est l'épisode dans l'espace avec Aaron Paul et Josh Hartnett sur le changement de corps, etc. de Black Mirror. Qui était. J'étais très mitigé sur la dernière saison de Black Mirror. Mais j'ai plutôt apprécié cet épisode-là. Je trouvais que c'était un bon épisode pour le coup. Et il a aussi réalisé Brooklyn. Donc, et pour le coup, j'ai lu le bouquin. Voilà. Mais j'ai trouvé ça pour le coup très lambda. J'avais mis la moyenne. Mais j'ai trouvé ça vraiment. En fait, c'est vraiment le feuilleton très classique qui a pas grand-chose de spécial. Et il y avait Saoirse Ronan à l'époque dans le premier rôle. Mais voilà, je trouvais que c'était un film qui faisait très téléfilm, c'est un grand mot, mais en fait, c'est des films qui, déjà, n'ont pas le temps de respirer, parce qu'ils vont à 2000 à l'heure, et qui, en même temps, sont assez sous-développés. Et j'attendais quand même We Live in Time, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner, sans penser non plus que ça allait être un grand film. Et je suis pas sorti déçu, parce que je n'attendais pas grand-chose, mais je trouve ça, en fait, au final, très très fade. Je trouve qu'en fait, c'est un film qui a pas grand-chose de spécial, et en fait, je trouve que déjà, je trouve que c'est assez sous-écrit. En fait, parce que, hormis le fait que bah, les deux acteurs sont assez beaux, je ne comprends pas en fait pourquoi ces deux personnages sont attirés l'un par l'autre. Je ne comprends pas vraiment les motivations de ces personnages, à part le personnage de Florence Pugh qui est peut-être un peu plus développé. Mais je trouve que Andrew Garfield est vraiment pas en sous-jeu parce qu'il joue plutôt bien, mais en sous-développé. Voilà, c'est vraiment le mot. Et n'a pas le temps d'exister. Et en fait, pour moi, c'est un film qui est vraiment à la fois bordélique et en même temps qui est sans vraies idées. Et je trouve que, au final, si le casting n'était pas si important, ou si bah, les personnes qui étaient attachées au projet n'étaient pas si connues, je pense que personne ne parlerait de ce film parce qu'au final, il est assez lambda. Et je trouve que ce qu'il a à offrir en termes de cinéma est assez pauvre. Dans la pauvreté, je vais être d'accord, mais pas forcément dans le rien à offrir. Je trouve que c'est un film qui a des moments de poésie qui sont fabuleux, mais que, comme tu le dis, on rush trop. Et ici, il veut ne pas rusher du tout. Et il va étirer toutes ces séquences qui auraient bien mérité d'être divisées de moitié pour chacune. Ça aurait fait un moyen métrage fabuleux. Et Florence Pugh, elle existe bien. Mais le problème, c'est à force de trop faire exister ton personnage féminin et de l'accabler, et ben tu fais un film qui est misogyne sur les bords. Parce que le personnage d'Andrew Garfield va être laissé pour compte, et il va décider de laisser vivre son personnage féminin dans un enfer seul, et il va l'accabler. Et il va l'accabler. Et il va l'accabler. Et à la fin, c'est moi qui finis par câbler dans la salle parce que elle en prend plein la gueule durant tout le film et qu'elle ne sera jamais soutenue.
C'est un personnage qui va sans cesse être rabaissé pour créer de l'émotion, mais l'émotion n'est jamais surécrite. Mais le vrai problème, c'est que dans sa vision de la rédemption, il veut faire passer son personnage parmi les pires des chemins seul. Et à l'autre côté, tu vas avoir Andrew Garfield qui va ne pas être en surjeu ni en sous-jeu, mais qui va essayer de l'accompagner aussi bien qu'il peut, mais ce sera toujours au second plan. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça pour le coup, parce que tout le truc, on peut pas vraiment en parler sans spoiler, donc je pense qu'on spoilera assez vite. De toute manière, je pense pas qu'on ait énormément de choses à dire sur le long métrage. Mais en fait, mon problème avec aussi, c'est que, bon, déjà, je trouve que en termes de mise en scène, c'est assez pauvre. Et déjà, je trouve le montage assez bordélique, même si le film n'est pas désagréable et je trouve pas que il soit très long non plus. En fait, j'ai pas trop senti le temps passer. Mais déjà, il a un énorme problème de montage, c'est-à-dire que il décide de nous faire une narration sur 2 plans différents, et cetera. Et du coup, j'ai du mal à sentir de l'ampleur et vraiment en fait, je sens pas que cette relation est palpable, en fait, avant genre les peut-être les 15 dernières minutes. Et je trouve que c'est un gros problème, c'est que heureusement que Florence Pugh et Andrew Garfield ont de l'alchimie ensemble, parce que sinon je trouve que ces personnages-là, en fait, n'ont vraiment pas lieu d'être, en fait, et de se rencontrer. J'ai l'impression qu'ils sont ensemble pour être ensemble et il y a pas vraiment de justification et truc. Et du coup, je trouve que, bah, vraiment la relation n'a pas d'ampleur. En fait, c'est mon gros problème. Et je trouve en fait aussi que le film est pas tire-larme, même s'il l'est un petit peu, mais qui vraiment, en fait, il est assez artificiel dans sa manière de construire le récit. Et du coup, je termine vraiment le film en ayant un peu rien à foutre, ce qui est un peu un problème parce que le film est censé me provoquer cette émotion, me provoquer ce truc-là, mais vu qu'il est mal rythmé en fait par son montage et vu que je trouve qu'il est bordélique dans son écriture, il a un gros problème en fait là-dessus, c'est-à-dire que il me touche jamais parce que je sens jamais vraiment le truc et le film se termine vraiment. Je sais pas si toi tu l'as senti comme ça, mais j'ai pas l'impression que le film a vraiment de climax. Il se termine vraiment en mode bon bah c'est fini, rentrez chez vous, vous avez vu comment ça se termine. Mais Enfin, c'est ça que j'ai aimé en fait dans le film. bah je trouve vraiment que c'est un truc C'est qu'il se hors du refuse temps, de mais dans le mauvais plaire. sens du terme en fait. C'est que le film n'a vraiment plus d'ampleur et c'est vraiment Mais le vrai problème, c'est que Crowley, avec son montage alterné, il sait pas où il va. C'est un film qui repose sur son montage alterné. Il ne pourrait pas exister sans, mais pourquoi il existe? C'est, à mon avis, parce que chaque début de décennie a son film majeur et qu'on va arriver là sur un film que j'aime pas du tout, mais qui a indéniablement marqué son époque, c'est After Sun, qui avait aussi un montage alterné. Donc il veut créer une narration comme After Sun, sauf que là, c'est pas tire-larme, on va pas prendre le spectateur pour un débile, mais il veut l'emmener, l'émotion par le temps, par le montage alterné. Et une fois que le film se finit, il n'y a pas de climax, parce que le climax en soi, tu l'as dans la première scène, c'est l'annonce du cancer. Dans le premier acte. non mais ça on n'a pas besoin de le spoiler pour le coup, c'est pas un Mais non, spoiler il n'y a pour pas le besoin de coup. le spoiler parce que c'est littéralement le deuxième plan du Oui, film. c'est dans la bande annonce, donc vous inquiétez pas, c'est pas un spoiler pour le coup. Mais à partir de ça, il n'y a pas de climax. Ta vie a déjà changé. Et donc, Mais je trouve que cette fin, elle est belle. Et en la dernière scène du film, si seulement le film avait été un travail plus millimétré, aurait pu me faire chialer. bah, ça aurait pu marcher, mais encore une fois, je trouve que le montage, en fait, bah, en fait, à la fois ne marche pas, et en même temps est assez artificiel, parce que tu comprends que si le film n'était pas monté comme ça, je trouve que le film aurait été ultra lambda, en fait. Et il l'est déjà, mais je trouve vraiment que le film aurait été encore plus lambda qu'il ne l'est déjà, en fait, parce que il est, en fait. Le problème, c'est que le film est vraiment ultra fade. C'est plein de trucs que j'ai déjà vus ailleurs qui ont été mieux faits. Et par contre, je dirais un point positif, c'est que Florence Pugh et Andrew Garfield ont une bonne alchimie. Ils marchent bien ensemble pour le coup. Le personnage d'Andrew Garfield est parfois touchant un petit peu, mais en fait ça manque d'ampleur et ça manque vraiment de. Je trouve que ça manque de galère. En fait, il y a des trucs qui sont mis en avant par rapport, par exemple, le fait de vouloir des enfants ou non. C'est un truc qui aurait pu être intéressant à traiter, mais qui est traité dans une scène. On n'y revient plus jamais. Et si tu sens en fait le potentiel gâché qui aurait pu se faire à travers le personnage de Florence Pugh, qui est un peu traité, mais pour moi, c'est un gros acte manqué. Je pense qu'on passera en spoiler après parce que j'ai plus grand chose à dire en non spoiler. Mais voilà, je sais pas ce que tu Non, en as mais pensé de je ça. vais te suivre sur un point. Pour moi, le film, quand je parlais qui frôlait la misogynie, c'est ça.
c'est que le personnage de Florence Pugh va accueillir tout l'amour, mais aussi toute la misère du monde. Et tous les conflits vont tenir une seule scène parce que, tu comprends, elle est malade. Elle ne veut pas d'enfant, son mec en veut, elle va en avoir. Elle veut pas tellement se soigner et vivre à 100 à l'heure. Son mec, tu vois, il dit qu'il va comme l'accompagner, tu vois, parce qu'il l'aime. Elle va faire ce traitement. La seule fois, du coup, où Florence Pugh va être maître de son corps et de son destin, c'est quand elle va demander à son mec s'il veut bien coucher avec elle avant ce fameux traitement. Et c'est la seule fois où elle sera maître de son corps. Bah attends, justement, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, justement, mais on peut en parler en spoiler parce que sinon on va vraiment trop rentrer dans les détails. Je pense que les gens ont compris voilà, ce qu'on pense de We Live in Time, que moi je trouvais être un film assez lambda et générique, pas très intéressant, voilà, que toi t'as trouvé plutôt ok, mais avec beaucoup de défauts. Mais écoute, je te propose de passer en spoiler et je suis pas totalement d'accord parce que justement je sens qu'il essaye de nous faire une espèce de storyline où justement elle s'émancipe plus, elle décide elle de faire ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle fait pas le truc du mariage ou le truc que veut faire Andrew Garfield à la fin, qu'elle décide de faire son truc de cuisine. Mais en même temps, j'ai du mal à voir en fait l'angle qu'on porte sur ce personnage-là, parce qu'elle est quand même montrée comme tellement la tête dans le guidon avec ce truc-là, en fait, qu'elle ignore sa fille en n'allant pas la chercher, etc. Mais ce truc-là, en fait, je vois ce qu'il essaye de faire avec sa tension de bah, j'ai décidé de pas prendre le traitement, en fait, parce que je veux vivre 6 mois en étant heureuse plutôt que 12 mois en souffrant, etc. Donc évidemment, on comprend très vite que le personnage de Florence Pugh bah, va mourir à la fin. Mais, euh, mais en fait, je sens que ça n'a pas trop d'ampleur. Et la dernière scène, elle se termine vraiment en mode bon bah voilà, elle a gagné, c'est fini. Et j'ai vraiment l'impression que ce film, je suis resté assez passif en fait devant le film, parce que je trouve que le film n'a pas en fait, il a tout pour essayer en fait de me faire chialer ou de faire ces espèces de codes là, mais j'ai l'impression qu'il a tout mal digéré et que il n'a rien de spécial comparé à plein d'autres films comme dans ce genre-là en fait que j'ai vu avant. Je suis pas entièrement d'accord, mais oui, ce concours de cuisine en parallèle pourrait m'intéresser. Ça pourrait être une forme de lutte, une forme de résilience. Elle veut exister pour laisser une trace. Et c'est actuellement un discours que le cinéma nous rabâche depuis A Ghost Story. Mais le problème, c'est que c'est justement que c'est encore une fois son mec qui va avoir l'avantage parce qu'elle abandonne à la fin. Et au lieu d'exister jusqu'au bout et de se consumer dans l'art, elle va prendre sa retraite pour devenir et redevenir cette mère de famille. Elle est plus femme ici. Elle redevient mère et elle meurt en tant qu'épouse et en tant que mère. Sur quelle scène? Sur une scène de patinoire qui fait à l'époque et un passé qu'elle veut oublier. Donc c'est le réal arrive et lui dit non non c'est bon, tu vas mourir, tu vas reprendre la vie que tu avais avant de te caser et tu vas y mourir comme ça. Et pour moi, ça c'est plus sur le plan idéologique, mais en fait, mais déjà, je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que la scène de patinoire se veut plus comme un truc de symbolisation parce qu'elle lui dit au revoir, voilà, l'autre côté du stade là, de patin. Donc en fait, évidemment, tout ce truc-là est le passage en gros à la mort. Donc clairement, c'est assez gros sabot, mais voilà, c'est censé représenter ça. Le truc, c'est que j'ai l'impression, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on parle là énormément de trucs idéologiques, machin, d'histoire ou quoi mais on parle pas de mise en scène parce que je trouve que c'est un film qui est assez pauvre en fait finalement niveau mise en scène, Mais niveau manière parce de que le filmer. vrai problème des comédies romantiques qui se veulent subversives, c'est qu'elles le sont jamais. Et que Mais malheureusement, voilà, et je trouve je le te film est dis assez que pauvre en fait leur mise finalement. en C'est ça scène, j'aurais adoré, tu sais que je suis très très attaché à la forme filmique, Oui, bien sûr. mais je l'avais dit dans l'intro, We Live in Time, c'est un film qui se veut subversif et qui va toujours essayer de filmer ses personnages avec un certain recul. Mais le problème, c'est que la caméra de Crowley, elle est pas millimétrée. Il va commencer ses plans assez loin, et puis tu as un personnage qui va se lever. Et j'ai l'impression que le réal ne sait absolument pas quel mouvement il veut donner à son image, quel mouvement il veut donner à ses personnages. Et je l'ai noté, mais à 7 reprises dans le film, les personnages sortent du champ. Mais c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Brooklyn hein, pour le coup. Et que quand ton personnage sort du champ et n'est plus capté par la caméra, il a beau revenir après, hein, tu as brisé ton émotion.
Mais en fait, ce film me fait vraiment penser à un. D'ailleurs, j'ai vu la blague, je crois, sur Letterboxd, mais un film adapté en fait d'un roman un peu à l'eau de rose, classique, et je suis assez surpris qu'il ne l'ait pas du coup. Mais voilà, en fait, je trouve pas que ce soit un film désagréable non plus. Mais je trouve que c'est un film ultra générique, ultra lambda, qu'il n'y a pas grand-chose de spécial. Et voilà, encore une fois, si le casting n'était pas aussi important, personne n'en parlerait, parce que je trouve que c'est un film au final qui est assez générique. Et voilà, 2024 commence avec un film que je trouve très lambda, qui n'ira sûrement pas dans les flops de l'année, parce qu'il n'est pas désagréable non Mais plus. il est pas désagréable et il ira Non, surtout pas dans les tops. mais voilà, et je pense que ce film sera très vite oublié. Je suis un peu dur, hein, mais voilà, je trouve ça vraiment, vraiment pas nécessaire. Et C'est pas sur un film américain du 1er janvier qu'on va trouver de la mise en scène voilà, c'est ça. aussi marquante que possible. Il sort en salle parce qu'il y a les Oscars qui vont sortir bientôt et que le film C'est soit aussi ça. très sûrement. Peut-être que le film fait une espèce de campagne un peu Oscar. Le film va être en campagne aux Oscars et je vois mal ce film ne pas nommer Andrew Garfield et Florence Pugh pour leur rôle. Peut-être en acting, mais enfin, vraiment, le film, je trouve, En n'a rien à acting, il offrir. va l'avoir. En scénario, il sera nommé aussi. Non, mais quand tu le compares à plein d'autres films qui sont En présélectionnés pour les montage, ils vont Oscars, le nommer aussi. Il aura pas de prix. non, mais tu vois, même, et c'est pas un secret, moi je suis pas le plus grand fan de Anora, mais bon, tu vois, enfin voilà, tu me fais le débat entre Mikey Madison et Florence Pugh dans le film. Je trouve que Mikey Madison est une bien meilleure comédienne dans le film. Mais enfin voilà, en gros, je trouve que le film est Et assez moi, pauvre. Et personnellement, je voilà. te dirais juste que t'as pas cité Demi Moore, donc tu serais pas un peu misogyne par sur les Bah, bords, mais Demi Moore est la gagnante pour moi dans mon cœur, mais je pense que ce sera Mikey Madison qui gagnera. De toute façon, on fera nos prédictions, mais à mon avis, ce sera ça. oui, bah We Live in Time, vous l'aurez compris. On est un peu séduit, mais on aimerait plus de radicalité dans les propos des films Voilà, c'est et ça. surtout plus de radicalité dans la mise en scène. Mais écoutez, bah, Parce qu'un hésitez. film un film qui nous rappelle que sous Chimio, tu ressembles à une coupe Chanel un peu courte, mais quand même, ça va. Oh, c'est horrible de terminer comme ça. Bah écoutez, Désolé, bonne mais année. moi, honnêtement, je trouve que le film, quand même, sous-représente les malades. Oui, pour le coup, oui, c'est Vraiment, assez. les films qui essayent de rendre glamour, le cancer, ça me gêne un peu. Mais parce qu'il n'y a pas Et le temps quand de le on parle traiter, en fait. de te raser la tête et qu'ils en font quasiment, c'est horrible, mais ça fait penser à Gaël Garcia Diaz quand elle s'était rasé la tête en solidarité. Hmm. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, enfin, je trouve ça très random, et voilà, pour le coup, pour conclure, voilà. Vraiment, la seule radicalité du film, oui, c'est que Florent Pugh se rase la tête au milieu. Ouais, c'est ça, mais bon, écoutez, n'hésitez pas à aller voir pour vous faire votre propre avis, évidemment, si vous le voulez. L'amour au présent, We Live in Time en anglais, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, évidemment, à lâcher un like et à vous abonner, évidemment, et à partager, évidemment, si ça vous a plu. On a fait plein d'autres vidéos sur les films de 2024, et on veut aussi faire un petit peu des bilans de 2024. On vous prépare ça en off, on vous prépare aussi plein d'autres trucs sur la direction artistique, sur des trucs. Voilà, on prépare ça en janvier. Mais écoutez, c'était le premier débat de 2025. Et je crois bien qu'on avait déjà fait le premier débat de 2024 avec Priscilla l'année dernière. Mais bien sûr, Toi et moi, ouais, bah écoute, yes. une nouvelle fois, on inaugure les débats de 2025 sur L7i. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et merci à toi, Joe, pour ce débat. Merci à toi aussi, salut. Bah écoutez, et bah bonne journée à tous, et à la prochaine. Ciao, ciao.